Les identités meurtrières d'Amin Maalouf, lu par Cyril Romoli. Il arrive qu'un accident, heureux ou malheureux, ou même une rencontre fortuite, pèse plus lourd dans notre sentiment d'identité que l'appartenance à un héritage millénaire. Imaginons le cas d'un Serbe et d'une musulmane qui se seraient connus il y a 20 ans dans un café de Sarajevo, qui se seraient aimés, puis mariés. Plus jamais ils ne pourront avoir de leur identité la même perception qu'un couple entièrement serbe ou entièrement musulman. Leur vision de la foi, comme de la patrie, ne sera plus la même. Chacun d'eux portera toujours en lui les appartenances que ses parents lui ont léguées à sa naissance, mais il ne les percevra plus de la même manière. Il ne leur accordera plus la même place. Ne quittons pas encore Sarajevo. Restons-y, en pensée, pour une enquête imaginaire. Observons dans la rue un homme d'une 50aine d'années. Vers 1980, cet homme aurait proclamé « Je suis yougoslave », fièrement et sans état d'âme. Questionné d'un peu plus près, il aurait précisé qu'il habitait la République fédérée de Bosnie-Herzégovine et qu'il venait incidemment d'une famille de tradition musulmane. Le même homme, rencontré 12 ans plus tard, quand la guerre battait son plein, aurait répondu spontanément et avec vigueur « Je suis musulman ». Peut-être s'était-il même laissé pousser la barbe réglementaire. Il aurait aussitôt ajouté qu'il était bosniaque et n'aurait guère apprécié qu'on lui rappelât qu'il s'affirmait naguère fièrement yougoslave. Aujourd'hui, notre homme, interrogé dans la rue, se dirait d'abord bosniaque, puis musulman. Il se rend justement à la mosquée, préciserait-il. Mais il tient aussi à dire que son pays fait partie de l'Europe et qu'il espère le voir un jour adhérer à l'Union. Ce même personnage, si on le retrouve au même endroit dans 20 ans, comment voudra-t-il se définir? Laquelle de ses appartenances mettra-t-il en premier? Européen? Musulman? Bosniaque? Autre chose? Balkanique peut-être? Je ne me hasarderai pas à faire des pronostics. Tous ces éléments font effectivement partie de son identité. Cet homme est né dans une famille de tradition musulmane. Il appartient de par sa langue aux Slaves du Sud, qui furent naguère réunis dans le cadre d'un même État, et qui aujourd'hui ne le sont plus. Il vit sur une terre qui fut tantôt ottomane, tantôt autrichienne, et qui eut sa part dans les grands drames de l'histoire européenne. À chaque époque, l'une ou l'autre de ses appartenances s'est enflée, si j'ose dire, au point d'occulter toutes les autres et de se confondre avec son identité tout entière. On lui aura raconté au cours de sa vie toutes sortes de fables, qu'il était prolétaire et rien d'autre, qu'il était yougoslave et rien d'autre, et plus récemment, qu'il était musulman et rien d'autre. On a même pu lui faire croire pendant quelques mois difficiles qu'il avait plus de choses en commun avec les hommes de Kaboul qu'avec ceux de Trieste. À toutes les époques, il s'est trouvé des gens pour considérer qu'il y avait une seule appartenance majeure, tellement supérieure aux autres en toutes circonstances qu'on pouvait légitimement l'appeler identité. Pour les uns, la nation, pour d'autres, la religion ou la classe. Mais il suffit de promener son regard sur les différents conflits qui se déroulent à travers le monde pour se rendre compte qu'aucune appartenance ne prévaut de manière absolue. Là où les gens se sentent menacés dans leur foi, c'est l'appartenance religieuse qui semble résumer leur identité entière. Mais si c'est leur langue maternelle et leur groupe ethnique qui sont menacés, alors ils se battent farouchement contre leur propre coreligionnaire. Les Turcs et les Kurdes sont également musulmans, mais différents par la langue. Leur conflit en est-il moins sanglant? Les Hutus, comme les Tutsis, sont catholiques et ils parlent la même langue. Cela les a-t-il empêchés de se massacrer? Tchèques et Slovaques sont également catholiques. Cela a-t-il favorisé la vie commune? Tous ces exemples pour insister sur le fait que s'il existe à tout moment parmi les éléments qui constituent l'identité de chacun une certaine hiérarchie, celle-ci n'est pas immuable. Elle change avec le temps et modifie en profondeur les comportements. Les appartenances qui comptent dans la vie de chacun ne sont d'ailleurs pas toujours celles réputées majeures qui relèvent de la langue, de la peau, de la nationalité, de la classe ou de la religion. Prenons le cas d'un homosexuel italien à l'époque du fascisme. Pour lui, cet aspect spécifique de sa personnalité
avait son importance, j'imagine, mais pas plus que son activité professionnelle, ses choix politiques ou ses croyances religieuses. Soudain, la répression étatique s'abat sur lui. Il se sent menacé d'humiliation, de déportation, de mort. En choisissant cet exemple, je fais évidemment appel à certaines réminiscences littéraires et cinématographiques. Cet homme, donc, qui avait été quelques années auparavant patriote et peut-être nationaliste, ne pouvait désormais plus se réjouir en voyant défiler les troupes italiennes. Sans doute même en vint-il à souhaiter leur défaite. À cause de la persécution, ses préférences sexuelles allaient prendre le pas sur ses autres appartenances, éclipsant même l'appartenance nationale qui atteignait pourtant, à l'époque, son paroxysme. C'est seulement après la guerre, dans une Italie plus tolérante, que notre homme se serait de nouveau senti pleinement italien. Souvent, l'identité que l'on proclame se calque, en négatif, sur celle de l'adversaire. Un Irlandais catholique se différencie des Anglais par la religion d'abord, mais il s'affirmera, face à la monarchie, républicain, et s'il ne connaît pas suffisamment le gaélique, du moins parlera-t-il l'anglais à sa manière. Un dirigeant catholique qui s'exprimerait avec l'accent d'Oxford apparaîtrait presque comme un renégat.